Nasa est un solitaire prétentieux mais illusoire, incapable de séduire une fille, même pour sauver sa vie. Cependant, tout change lorsqu'une fille canon le sauve d'être la prochaine victime de Truck-kun et le force à l'épouser en échange. Oui, toi et moi, on peut être ensemble. Si tu m'épouses, sans trop réfléchir, Nasa accepte sa proposition. Puis il s'évanouit à cause de sa perte de sang, ratant la plus belle fille qui lui ait jamais adressé la parole. Quelques mois passent pendant que Nasa se remet et essaie de reprendre sa vie en main après l'accident, abandonnant l'idée de continuer ses études malgré son intelligence et choisissant plutôt de travailler dans un grand magasin parce que la seule chose qui compte pour lui, c'est la fille qui l'a sauvé d'une mort certaine. Il espère la revoir un jour et prend même un appartement loin de ses parents pour qu'ils ne l'empêchent pas de trop travailler. Un jour comme les autres, Nasa se détend dans son appartement quand il entend frapper à la porte. À sa stupéfaction, c'est Tsukasa en chair et en os qui lui rappelle sa promesse de l'épouser. Encore sous le choc, il la fait entrer tandis que son esprit s'emballe. Tsukasa sort un formulaire de mariage et lui rappelle toutes les formalités à accomplir avant de pouvoir se marier. Nasa n'a même pas le temps de se demander si épouser une inconnue est une bonne décision, car toute logique s'envole quand Tsukasa lui sourit. En mode « oui », il remplit le formulaire de mariage et tous les deux sortent de son appartement au milieu de la nuit. Tsukasa lui explique qu'ils vont à la mairie pour se marier officiellement, celle-ci étant ouverte 24 heures sur 24 pour que les célébrités et les obsédés sexuels puissent se marier sans attirer trop l'attention. Pendant qu'il marche, Nasa se souvient qu'elle ne s'est pas moquée de son nom comme tout le monde. Elle le surprend en se retournant et en se présentant comme Madame Nasa, ce qui le fait rougir comme une fille qui craque sur sa première idole. Au bureau, le couple s'occupe de toutes les formalités et des papiers et devient officiellement marié. L'employé leur offre même une petite plante en pot comme cadeau de mariage. Dehors, Nasa est frappée par la réalité de ce qui vient de se passer, mais Tsukasa le rassure en lui disant qu'elle a un bon jugement et qu'elle a sûrement choisi son chevalier servant. Tsukasa propose qu'ils se tiennent la main, puisqu'ils sont mariés maintenant. Et cette douceur fait disjoncter Nasa, assailli de pensées impures sur ce qu'il pourrait toucher d'autres. Tsukasa lui rappelle qu'il énonce ses idées glauques à voix haute. Elle renchérit et lui rappelle qu'ils sont mariés. Il y aura donc bien le temps de tout explorer un jour. Après quoi, elle s'éloigne en disant qu'elle doit s'occuper de quelque chose. Tsukasa dit à Nasa d'aller s'occuper de la plante avant qu'elle ne revienne. L'idiot le plus intelligent du monde réalise qu'ils vont vivre ensemble dans son appartement et, à cette idée, il manque de s'évanouir en imaginant qu'ils partagent le même lit. Mais avant d'en arriver là, Nasa doit se livrer à un calcul mental douloureux pour déterminer comment ils vont dormir à deux dans sa tanière de célibataire crasseuse, car son lit n'est pas assez grand pour 2 personnes. Nasa avait accepté l'idée qu'il resterait célibataire ou qu'il dormirait comme un plant de riz toute sa vie. Il envisage de commander un lit légèrement plus grand sur Amazon, mais finit par maudire Bezos de ne pas proposer une option de livraison en 1 heure pour sauver un mariage impromptu. Il abandonne et décide de voir si Tsukasa et lui pourraient tenir dans un seul lit en se blottissant l'un contre l'autre, avant que ses fantasmes ne puissent aller plus loin. Tsukasa rentre à la maison et surprend Nasa en train de câliner un oreiller. Il manque de s'évanouir de honte et lui demande pourquoi elle n'a pas frappé. Elle lui répond qu'elle l'a fait, mais le monologue désespéré dans la tête de Nasa était trop fort pour qu'il l'entende. Tsukasa avait fini de faire ses affaires et est revenu à leur appartement avec une valise rose. Nasa, lui, prépare du café et lui demande maladroitement si elle resterait avec lui pour la nuit. Elle lui répond qu'ils sont mariés, donc c'est évident. Elle propose de passer la nuit à l'hôtel jusqu'à ce que Nasa comprenne la situation et arrête d'avoir des doutes. Cependant, Nasa la poursuit dans la nuit et l'arrête, ayant l'impression que sa princesse Kaguya disparaîtrait à jamais s'il ne l'arrêtait pas. Au lieu de cela, il propose qu'ils aillent tous les deux dans un magasin d'articles ménagers pour acheter de nouvelles couvertures. Tsukasa accepte et il se dirige vers le rayon des futons dans un immense magasin où sa nouvelle épouse s'extasie devant toutes les options et variétés de futons. Nasa, perdu dans ses pensées, repense à leur premier rendez-vous de couple marié dans un supermarché. Timidement, il tend la main vers Tsukasa pour rendre cette virée shopping plus romantique, ce qui la fait sourire et elle lui prend la main. Ensuite, les jeunes mariés retournent dans leur petit appartement et Tsukasa essaie la nouvelle literie que Nasa lui a achetée avant d'inviter Nasa à la rejoindre sur le futon.
C'est alors que Tsukasa examine attentivement la garçonnière de puceau et réalise qu'il n'y a pas d'article de toilette, ni même un pyjama de rechange pour elle. Mais avant qu'elle n'ait des doutes sur le mariage, Nasa se précipite au magasin de proximité pour lui acheter tout ce dont elle a besoin, sauf des sous-vêtements propres. Ce serait trop pour le puceau naïf. À son retour, ils ont une brève conversation sur les raisons de leur mariage. Nasa lâche qu'il aime Tsukasa, qui répond qu'elle partage les mêmes sentiments. Sur ce, elle va dans l'autre pièce pour se changer et mettre son nouveau pyjama, et Nasa mène la bataille interne du siècle pour s'empêcher de jeter un coup d'œil. Heureusement, Tsukasa ne met pas longtemps à se changer et revient dans la chambre. Nasa rougit, pensant que sa femme était littéralement une déesse, même en vêtements de nuit. Puis c'est au tour de Nasa de se changer et à Tsukasa de devenir coquine en lui demandant de se changer devant elle. Mais le puceau paniqué s'échappe et se change dans une autre pièce. Quand il revient dans leur chambre, il a une autre crise de doki-doki parce que Tsukasa a remonté ses cheveux en chignon. Nasa se dit qu'il était impossible pour sa femme de ne pas être magnifique. Peu de temps après, les deux finissent par aller au lit. Tsukasa est par terre sur son nouveau futon et Nasa est sur son lit. Le sommeil est la dernière chose à laquelle il pense alors qu'il fixe avec envie la bombe qu'il a choisie, lui, sans raison apparente. Il la voit se tourner et se retourner et comprend qu'elle a un sommeil agité. Nasa veut que sa femme passe une bonne nuit, alors il se faufile silencieusement pour la couvrir d'un autre futon afin qu'elle n'ait pas froid. Son esprit bizarre prend le dessus et il essaie de lui voler un baiser, mais décide que leur premier baiser serait mieux s'ils étaient tous les deux éveillés. Son retrait est parfaitement synchronisé. Il se dit que Tsukasa a dû sentir son haleine d'oignon, mais il s'avère que sa femme avait juste soif et revient pour atterrir sur Nasa. Elle lui vole sa couverture et s'endort, laissant son mari gelé toute la nuit. Au matin, Tsukasa ne se souvient pas pourquoi ses cheveux étaient défaits et pourquoi elle avait 2 couvertures au lieu d'une. Nasa n'a pas eu le cœur de lui dire et ils quittent tous les deux leur pyjama pour commencer la journée. Nasa manque de saigner du nez quand il voit Tsukasa se changer en tablier et en vêtements décontractés. Pour adoucir le marché, elle rappelle qu'ils sont mariés et qu'ils devraient s'appeler par des petits noms. Nasa propose immédiatement de l'appeler Tsukasa-chan, ce qu'elle accepte après une brève hésitation tsundere. Ceci étant réglé, Tsukasa-chan se prépare à faire 2 petits déjeuners, mais en ouvrant le frigo, elle découvre que le puceau a fait des provisions et a cuisiné pour lui-même. Cela plonge Nasa dans une spirale de nerd alors qu'il explique à quel point il est important d'avoir tous les nutriments nécessaires. Il avait percé le code qui stipulait qu'il devait manger une fondue tous les jours, car tout mettre dans une casserole et faire bouillir ne pouvait jamais mal tourner. Cependant, sa femme n'est pas impressionnée et lui lance un regard dégoûté car pour elle, c'est de la science, pas de la cuisine. Tsukasa lui dit de se préparer à se faire écraser car elle exhibe ses compétences dignes d'un master chef. En seulement 10 minutes, elle a préparé un petit déjeuner meilleur que ce que Nasa aurait pu faire de toute sa vie. La première bouchée met Nasa dans tous ses états. Il s'enthousiasme à l'idée de sa nouvelle vie savoureuse avec sa femme. Les choses ne font que s'améliorer pour lui quand Tsukasa lui propose de prendre un bain. Nasa lui rappelle qu'il n'a pas de baignoire chez lui, mais qu'il y a de bons bains publics pas très loin de chez eux. Nasa s'emballe à l'idée de voir sa femme sortir fraîchement du bain. Cependant, Tsukasa ne peut pas aller au bain public les mains vides et demande à Nasa s'il a du shampoing et d'autres produits. Il lui montre fièrement son shampoing et savon gris 13 en 1 de célibataire. Cela agace Tsukasa, qui transforme cette déception en leçon, l'entraînant dans un magasin voisin où elle choisit du sérum, de la lotion tonique et du shampoing, entre autres produits de toilette. Puis les deux arrivent enfin au bain public, où ils sont accueillis par Kaname, qui est stupéfaite que Nasa ait amené une femme vivante avec lui. Elle pensait que ce loser ne s'excitait qu'avec des livres et des calculs. Nasa présente Tsukasa à Kaname en lui disant que Kaname était son cadet à l'école. Maintenant, elle gère les bains publics avec sa sœur pour aider leurs grands-parents et le reste de la famille. Après ça, Kaname balance quelques blagues cis et demande si Nasa et Tsukasa sortent ensemble. Elle n'était pas préparée à entendre qu'ils s'étaient mariés du jour au lendemain. Après avoir ramassé sa mâchoire, elle offre au couple un billet de bain gratuit comme cadeau de mariage, qu'ils acceptent volontiers. Cependant, une fois que Tsukasa se dirige vers la section femmes, Kaname arrête Nasa et lui dit que l'offre ne s'étend qu'à sa femme. Il devra quand même payer parce que son côté obtus a blessé la sœur de Kaname sans le vouloir.
Elle lui dit de ne pas parler de son mariage à sa sœur, car elle deviendrait folle. Et Tsukasa est d'accord. Kaname n'est pas encore satisfaite et l'interroge sur le fait d'épouser une inconnue si rapidement, ce à quoi Nasa répond en criant et en confessant son amour pour Tsukasa. Kaname rit de son timing car Tsukasa apparaît derrière eux deux et l'entend. Elle avait oublié de prendre ses articles de toilette, qui étaient toujours dans la main de Nasa. Elle dit à son mari qu'être aussi ouvert à ce sujet était embarrassant, mais qu'elle finirait par s'y habituer. Sur ce, elle retourne prendre son bain et Nasa entre dans la section hommes. Ses intentions ne pourraient pas être effacées avec le savon le plus puissant du monde, car il fantasme sur sa vie comme un épisode de bain d'anime. Il verrait bientôt sa femme déesse dans son plus simple appareil et les anges chanteraient. Son excitation ne s'arrête que lorsque Kaname apparaît sous prétexte de faire le ménage et jette un coup d'œil au petit Nasa. Pendant ce temps, Tsukasa se retrouve seule dans le bain du côté des femmes et se met dans le plus simple appareil. Elle pense que prendre un bain toute seule est paradisiaque et entre dans l'eau chaude. Son excitation est de courte durée car Aya apparaît derrière la vapeur pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule. Elle fait tout un plat pour gâcher le moment de solitude de Tsukasa et lui explique qu'elle ne peut pas laisser un client repartir sans une satisfaction à 100%. Pour se faire pardonner, elle propose de laver le dos de Tsukasa, mais Tsukasa lui dit qu'elle devient nerveuse quand on la touche. Aya n'en démord pas et propose de lui laver le dos avec une douche à bulles portative. Tsukasa finit par céder et les deux femmes se lavent à fond. Tsukasa se présente avec le nom de famille de Nasa, ce qui fait penser à Aya qu'elle est sa sœur ou sa cousine. Elle part dans un monologue sur à quel point Nasa est génial et comment il a sauvé leur bain public de la ruine après que leur grand-père bizarre se soit enfui avec une actrice de doublage. Tsukasa n'a même pas le temps de réfléchir à par où commencer à poser des questions. Au lieu de ça, elles finissent leur bain et sortent où Nasa est en train de rêver dans son sommeil. Tsukasa le réveille et Nasa réalise qu'elle a déjà rencontré Aya, ce qui lui a facilité la tâche. Ils se disent au revoir et commencent à rentrer chez eux. Sur le chemin, Tsukasa parle de la beauté d'Aya et le puceau naïf se lance rapidement dans un discours de 5 minutes sur à quel point Aya était la fille parfaite. Ça énerve Tsukasa, mais Nasa ne comprend pas l'allusion. Il croit que Tsukasa est furieuse parce qu'ils ont croisé un couple qui se mariait. Ça lui rappelle sa conversation avec Kaname sur son échec en tant que mari. Il n'avait offert ni bague, ni robe, ni cérémonie à sa femme. La panique commence à monter quand Tsukasa lâche une autre bombe et lui demande si elle aussi. Elle pourrait être qualifiée de jolie. Nasa ne fait toujours pas le rapprochement et pense qu'elle demande une cérémonie formelle. Son mode soumis s'active et il lui tend les clés de leur appartement. Il s'enfuit en criant qu'il ne pouvait pas s'engager tout de suite, mais qu'il ferait en sorte que les rêves de Tsukasa se réalisent. Pendant ce temps, sa femme se pose des questions sur le chemin du retour. Une belle voiture noire s'arrête et une jeune fille, Chitose, jette un coup d'œil et sourit à Tsukasa, l'appelant grande sœur. De retour chez elle, Tsukasa s'ennuie à mourir et se retrouve seule dans l'appartement pour la première fois depuis leur mariage. Elle veut tuer le temps, alors elle décide de faire un peu de ménage. Cependant, elle se rend compte que la maison est déjà impeccable, après avoir hésité à nettoyer le moindre recoin. Elle abandonne l'idée, elle ne voulait pas découvrir un secret louche que son nouveau mari pourrait cacher dans son appartement. Elle décide de préparer le déjeuner avant le retour de Nasa. De cette façon, Chitose pourrait lui montrer son amour et remplir ses devoirs d'épouse. Et donc, elle se met à cuisiner. La sonnette retentit et Tsukasa va ouvrir en pensant que c'est Nasa, mais elle est accueillie par la petite peste blonde de Chitose, qu'elle avait rarement rencontrée auparavant. Malgré cela, Chitose est extrêmement enthousiaste et appelle Tsukasa sa grande sœur. Elle refuse de donner plus de détails, fidèle à elle-même, et critique Tsukasa pour vivre dans un appartement aussi délabré et miteux. C'était clairement indigne d'elle. À ce moment-là, Tsukasa en a assez, alors elle lui claque la porte au nez et essaie de reprendre le cours de sa journée. Ce à quoi elle ne s'attend pas, c'est que Chitose est extrêmement persistante. À contre-cœur, Tsukasa cède et rouvre la porte. Cette fois, Chitose ne mâche pas ses mots et va droit au but. Elle a entendu parler de Tsukasa par leur arrière-grand-tante Tokiko et l'a traqué comme un chien de chasse. Tokiko lui avait dit de ne pas poursuivre Tsukasa, mais Chitose ne l'a pas écouté. Elle s'inquiétait pour sa grande sœur et voulait la ramener à la maison. Cela affecte à peine Tsukasa, qui en a juste assez,
Elle rappelle à Chitose qu'elle est mariée maintenant et qu'elle a choisi elle-même la vie qu'elle mène. Son mari, Nasa, est tout ce qui compte maintenant. Cela contrarie beaucoup Chitose, qui descend les escaliers en titubant tristement, où elle s'assoit et pleure. C'est à ce moment-là que Nasa rentre et trouve Chitose en pleurs, et essaie de la réconforter. Ne le reconnaissant pas, Chitose raconte à Nasa qu'un membre de sa famille s'est enfui, qu'il prenait une décision irréfléchie qui ne ferait que le briser et qu'elle était trop bien pour se caser avec un loser dans un appartement miteux. Son timing ne pourrait pas être meilleur, car Tsukasa arrive derrière elle et salue Nasa quand le rideau tombe et que Chitose apprend que Nasa est le nouveau mari de Tsukasa. C'est le chaos total. Elle se met à pleurer et se fâche, répétant sans cesse que Nasa ne la mérite pas. Tsukasa panique, mais Nasa gère la situation avec naturel et écoute toutes les préoccupations de Chitose. Il l'invite ensuite à entrer pour qu'ils puissent en discuter, mais Chitose ne voulait rien entendre. La seule chose logique à faire pour Chitose était de claquer des doigts et de faire enlever Nasa par un homme costaud pour l'emmener dans leur villa. Une fois arrivée au manoir, Chitose lui dit qu'elle n'était pas assez sauvage pour le torturer, mais qu'elle connaissait bien les méthodes ancestrales des briseuses de ménage. Elle appelle rapidement ses deux servantes, Charlotte et Aurora. Elle leur ordonne de prendre des photos scandaleuses de Nasa avec l'une d'elles, afin que Tsukasa soit dégoûté et quitte ce pauvre type. Charlotte trouve Nasa super sexy et s'emballe un peu trop pour le travail. Cela énerve Chitose, qui commence à sermonner les servantes, ce qui donne à Nasa l'occasion de s'échapper alors qu'il erre dans cette étrange maison. Il pense à la façon dont Tsukasa a dû y vivre. Il finit par trouver sa chambre grâce à son odeur. Dans la pièce sombre, il trouve une pierre enfermée dans une vitrine. En l'examinant de plus près, il découvre qu'il s'agit d'une véritable roche lunaire rapportée par des astronautes. Elle était reliée à une bouteille d'azote pour ne pas s'oxyder et se détériorer. Cependant, la rencontre de la NASA avec la roche lunaire est interrompue lorsque Charlotte apparaît derrière lui, brandissant une grande épée de Dark Souls 3 et lui ordonne de quitter la pièce. Elle l'attaque pour essayer de le faire sortir, mais finit par fissurer la vitrine contenant la roche. C'est alors qu'Aurora et Chitose entrent et restent bouche bée. Mr. Nerd réagit vite et répare la vitrine avec du ruban adhésif et une bouteille d'azote de rechange. Chitose lui dit que la roche appartenait à Tokiko, qu'il avait prêtée à Tsukasa. Ça fait réaliser à Nasa à quel point il connaissait peu sa femme. Ses efforts pour sauver le rocher sont récompensés par une étreinte de Charlotte, qu'Aurora s'empresse de photographier. Elle se met ensuite au travail pour truquer la photo et la faire ressembler à une image scandaleuse. Nasa remarque qu'elle devrait arrêter d'être femme de chambre et rejoindre Hollywood avec ses talents. Leur petite plaisanterie est interrompue lorsque Tsukasa apparaît et s'empare de la photo. Elle semble furieuse alors qu'elle entraîne Nasa loin de là. Chitose se réjouit, pensant qu'elle a réussi, mais ce n'était qu'une ruse pour que Nasa et sa femme s'échappent. Tsukasa conduit Nasa à travers un passage secret. Nasa se demande quel genre de vie secrète et stressante sa femme a bien pu mener jusqu'à présent. Ses pensées sont interrompues lorsque tous deux émergent à la surface. À l'intérieur d'une magnifique église, le sang et l'adrénaline font battre le cœur de Nasa à tout rompre, alors qu'il demande formellement Tsukasa en mariage. Puis se penchent pour leur premier baiser, scellant leur union par un geste d'amour profond mais simple. Cependant, l'amour se transforme en folie le lendemain lorsque Tsukasa devient hyperactive et demande à Nasa d'allumer la télé. Quand il lui dit qu'il n'a pas de télé dans sa grotte de célibataire, elle pique une crise. Son film préféré sur des requins dans l'espace devait être diffusé ce jour-là. Nasa ne voit pas l'intérêt, ce qui lance Tsukasa dans un monologue de cinéphile sur l'importance d'apprécier chaque réalisateur et son travail pour une expérience complète et soignée. Nasa ne voit toujours pas vraiment l'intérêt, mais il doit faire plaisir à sa femme. Alors ils se rendent dans un magasin d'électronique pour regarder de nouvelles télés. Alors que Nasa se concentre sur la qualité des différents produits, Tsukasa lui dit juste de prendre l'option la moins chère, car un bon film reste bon, qu'on le regarde dans une salle de cinéma ou sur un mauvais écran. Après avoir acheté leur télé, ils décident tous les deux d'aller se rafraîchir au bain public. Pendant que Tsukasa va se baigner, Nasa commence à se vanter auprès de Kaname du fait qu'il l'a officiellement demandé en mariage. Kaname ne voit pas où est le problème, car ce n'était que la première étape. Il devait encore lui acheter une bague, mais Nasa dit que ce n'était pas nécessaire. Tsukasa n'était pas le genre de fille à courir après les bagues. Kaname comprend le sous-entendu et lui dit que c'est juste un mensonge que les femmes racontent à leur mari fainéant pour paraître gentilles.
Il devrait se bouger et lui acheter une belle bague. Pendant que Nasa médite sur les paroles de Kaname après son bain, Tsukasa sort et il peut enfin admirer sa femme fraîchement sortie du bain. Il augmente son niveau de perversité alors qu'il rentre chez eux. Sur le chemin, Nasa mentionne nonchalamment qu'il a séché le travail la veille et qu'il devrait vraiment y aller aujourd'hui. Cela semble contrarier Tsukasa, qui devient triste et les emmène dans un parc voisin. Elle ne parle pas beaucoup après s'être assise sur le banc du parc et est perdue dans ses pensées. Nasa comprend enfin qu'elle s'ennuierait de lui une fois qu'il serait au travail et qu'elle se sentirait seule. Cependant, le sang lui monte à l'entrejambe et tout ce qu'il fait, c'est se pencher pour un autre baiser. Tsukasa est troublée et active le mode tsundere. Elle lui dit que ce serait gênant si quelqu'un les voyait. Ce qu'elle ignorait, c'est que leurs collègues étaient dans les parages. Après ce rendez-vous maladroit sur le banc du parc, Nasa raccompagne Tsukasa chez elle, puis se rend au travail. Avant de partir, il lui demande si elle l'attendra à son retour, comme une petite amie jalouse et possessive. Pendant qu'il travaille dur, Nasa pense que sa femme doit se sentir seule à la maison. Il se sentait lui aussi assez seul et se demandait ce qu'il pouvait faire pour réduire la distance entre eux. C'est alors que les paroles de Kaname résonnent dans sa tête et qu'il comprend pourquoi les couples mariés achètent des alliances. C'est une façon d'être ensemble, même lorsqu'ils sont loin l'un de l'autre. Tous les deux peuvent espérer retrouver leurs proches. Sur ce, il a décidé qu'il achèterait des alliances assorties pour lui et Tsukasa. Quand il rentre à la maison, il aborde, de manière peu subtile, la question de savoir si Tsukasa voulait une bague de fiançailles. Sa femme s'empresse de lui expliquer qu'une bague de fiançailles serait stupide puisqu'ils sont déjà mariés. L'homme obtus comprend enfin la différence entre les bagues de fiançailles tape à l'œil et les alliances plus simples pour tous les jours. Embarrassé, il parle d'acheter 3 bagues au total pour lui et Tsukasa afin de sceller leur amour. Voyant qu'elle n'arrivait pas à percer le crâne épais de Nasa, Tsukasa décide de l'emmener dans une bijouterie de luxe le lendemain. Quand ils y vont enfin, Nasa est stupéfait de voir à quel point même une bague avec un diamant d'un carat est chère. Il se laisse embobiner par la vendeuse et elle manque de lui soutirer des millions. Mais Tsukasa l'arrache à cette situation. Dehors, sur un banc, Tsukasa laisse Nasa se calmer au lieu d'acheter une bague hors de prix sur un coup de tête. Il continue de parler d'acheter des bagues comme symbole de la consolidation de leur amour. Tsukasa réalise que son mari est trop têtu et décide de l'emmener dans une bijouterie un peu moins chère. Là, un autre vendeur est sur le point de lui extorquer des millions, car le naïf Nasa s'emballe et manque de payer. Tsukasa le raisonne et lui dit qu'elle n'a pas besoin d'une bague coûteuse pour prouver leur amour l'un à l'autre ou au monde entier. Être ensemble lui suffit amplement. Il finit par acheter la paire d'alliances la moins chère qu'ils aient pu trouver dans la deuxième boutique. Sur le chemin du retour, ils sont tous les deux satisfaits du déroulement des événements et se tiennent la main. Plus tard dans la nuit, Tsukasa se retrouve dans le lit de Nasa au milieu de la nuit. Nasa savait déjà qu'elle était agitée la nuit et qu'elle avait l'habitude de faire du somnambulisme. Cependant, ce jour-là, au lieu de voler les couvertures de Nasa et de le faire geler toute la nuit, Tsukasa a sauté dans son lit et a continué son sommeil paisible. C'était trop pour Nasa le puceau, qui a commencé à la prendre dans ses bras et a senti son corps pour la toute première fois. Son comportement pas très discret réveille Tsukasa un instant, qui embrasse son mari avant de se rouler à nouveau sur son futon et de se rendormir. Le lendemain matin, Tsukasa est super reposée, mais Nasa a à peine fermé l'œil après que sa femme, telle une déesse, l'ait embrassée. Il se concentre sur l'achat d'un lit double pour qu'ils puissent dormir ensemble. Ça l'entraîne dans une spirale où il finit par réaliser que leur appartement actuel est trop petit pour eux deux. Il n'y avait pas de baignoire, pas de salon et pas assez de place pour qu'ils fassent de la gymnastique de chambre. Il omet la partie bizarre et propose qu'ils déménagent dans un endroit plus grand, mais Tsukasa refuse catégoriquement. Elle explique qu'elle aime l'intimité qu'elle ressentait dans le petit appartement. Ils en restent là pour le moment et se dirigent vers les bains publics. Là, Nasa discute de la situation avec Kaname, qui lui dit qu'il n'est pas idéal pour un couple marié d'avoir des espaces de couchage différents, surtout avec Nasa qui est un vrai étalon. Kaname sourit en entendant à quel point Tsukasa était facile à vivre en partageant le même petit espace. Puis remarque qu'elle aurait mis fin à son mari s'il avait été un tel bon à rien avec un appartement minuscule. Plus tard dans la journée, Nasa rentre à son appartement après une longue journée de travail et surprend Tsukasa en train de se changer. Et ils sortent pour avoir un débat de niveau Uyun sur l'idée de prendre un logement plus grand.
Nasa cède que le seul moyen de convaincre sa femme est de faire appel à ses passions de geek. Il mentionne qu'il pourrait avoir un grand projecteur pour organiser des soirées cinéma. Pour adoucir la pilule, il lui dit qu'il achèterait de grandes étagères pour que Tsukasa puisse y exposer ses DVD de films et sa collection de mangas préférés. Et voilà, le nouveau logement est une affaire conclue pour elle. Une fois cela réglé, ils commencent à rentrer chez eux. C'est alors que Tsukeso réalise qu'ils auront besoin d'un garant pour cosigner le bail du nouveau logement. Même s'ils parviennent à en trouver un, Nasa, lui, assure que ses parents s'en chargeront. Mais il réalisa alors qu'il ne leur avait pas encore parlé de son mariage secret et précipité. Quand ils rentrent à la maison, Tsukasa propose de rester à ses côtés pendant qu'il parle à sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Mais il l'assure qu'il se débrouillera. Il l'appelle et lui fait savoir avec désinvolture que son fils raté était maintenant marié. Tsukasa l'entend dire à sa mère qu'il a épousé la jolie fille qui l'avait sauvée de se faire renverser par un camion il y a quelque temps. Quand l'appel se termine, Tsukasa est toute confuse et lui demande ce qu'il a dit à sa famille à son sujet, ce à quoi il répond qu'il leur a seulement dit la vérité, qu'il était marié à la plus jolie fille de l'univers. Cela fait rougir Tsukasa et les deux se couchant pour la nuit. Le lendemain, ils se rendent à leur endroit habituel dans le parc quand Nasa reçoit un SMS de sa mère. Elle lui dit qu'elle a joué les Sherlock Holmes et qu'elle a compris pourquoi il avait annoncé la nouvelle de son mariage si brusquement. Il était démasqué, et sa mère a dit qu'elle ne se porterait plus garante pour lui tant qu'il ne présenterait pas Tsukasa à ses parents. Tsukasa trouve ça justifié, mais Nasa commence à s'inquiéter. Il lui dit que ses parents sont excentriques et envahissants, mais qu'il faut le faire. Alors, Tsukasa et Nasa planifient leur voyage à Nara, Nasa considérant ça comme leur lune de miel, ce qui rend le voyage de retour beaucoup plus supportable. Non loin de là, leurs agentes Charlotte et Aurora sentent ce qui se trame et font leur rapport à Chitosa. Pendant ce temps, Tsukasa dit à Nasa qu'elle veut acheter un appareil photo avant de partir rencontrer ses parents. Pas pour prendre des photos des sites touristiques, mais pour immortaliser leur quotidien de jeunes mariés. Un nouveau fantasme s'éveille chez Nasa, qui se lâche avec l'appareil Polaroid et mitraille Tsukasa de photos. Il est obsédé par l'apparence de sa femme. Quelle que soit sa pose, Tsukasa est beaucoup moins difficile et prend juste une photo au hasard de son mari, qui s'emballait sur une de ses photos. Après leur petite aventure, ils se dirigent tous les deux vers l'arrêt de bus. Tsukasa avait refusé les billets de train en première classe et insisté pour voyager en bus, car ils seraient arrivés à destination à leur réveil. Nasa cède et ils montent tous les deux dans le bus, prêts à partir pour Nara. À la gare, Chitose espionne avec Aurora et Charlotte et leur ordonne de suivre le bus jusqu'à Nara. Elle se fiche que Tokiko se fâche. Tout ce qui comptait, c'était d'être une briseuse de ménage de premier ordre. Aurora et Charlotte ne sont pas enthousiastes, mais décident de suivre le mouvement. Plus tard dans la nuit, Nasa a du mal à s'endormir sur les sièges inconfortables du bus, mais Tsukasa dort comme un loir, alors qu'il pense que le reste du voyage va être un enfer. Un dos d'âne fait que Tsukasa pose sa tête sur l'épaule de Nasa plus tard. Le bus fait une pause d'1 heure dans une aire de repos où Tsukasa descend, se sentant revigoré. Nasa est épuisé au-delà de toute limite et tient une béquille pour marcher. Cependant, il arrête son cinéma quand Tsukasa commence à se sentir mal de les avoir forcés à prendre le bus, et les deux vont manger un morceau. Non loin de là, Chitose et ses sbires regardent le couple se montrer tout mielleux. De quoi faire pâmer Charlotte et Aurora. Mais Chitose a hâte que leur mariage soit annulé comme une saison de Firefleet. Elle explique à Charlotte et Aurora le concept du divorce de Narita, où un couple en voyage de noces se dispute pour la moindre broutille et décide de rompre à cause de ça. Chitose mentionne qu'elle n'aurait même pas besoin d'intervenir pour que Nasa et Tsukasa commencent à se détester. Elle couine de joie quand Nasa oublie son portefeuille dans le bus et laisse Tsukasa seul à l'arrêt. Bien qu'Aurora et Charlotte ne soient pas convaincus, Chitose pense qu'ils vont lentement mais sûrement se désaimer. Tsukasa piétine ses rêves en allant après Nasa et en l'attendant pendant qu'il retrouve son portefeuille. Le couple se dirige ensuite vers l'aire de restauration pleine d'options alléchantes. Quand on lui demande ce qu'il veut, Nasa choisit une réponse banale, ce qui agace Tsukasa, qui se lance dans une tirade sur le fait de choisir quelque chose d'unique à essayer puisqu'ils sortent de leur routine habituelle. Nasa se renfrogne en regardant Tsukesu goûter un udon spécial au citron vert. Tout en faisant la leçon à Nada sur l'importance d'essayer de nouvelles choses,
Cependant, une seule bouchée révèle que ces udons ne sont que des nouilles détrempées avec des tranches de citron dessus. Déçue, elle force Nasa à en goûter une bouchée, qui n'a même pas les mots pour décrire à quel point c'est banal. Il met ensuite Tsukasa au défi de manger une tranche de citron, tout en faisant l'insolent et en mentionnant l'importance de nouvelles expériences. Quand Tsukasa s'exécute, il prend une photo d'elle avec le citron vert acide dans la bouche, la faisant grimacer. Pendant ce temps, Cheetos et les domestiques les observent de près. Charlotte et Aurora remarquent que chaque petit obstacle ne sert qu'à rapprocher le couple. Plus tard, quand Tsukasa se met en mode tsundere à cause de la façon dont Nasa s'est moqué d'elle, Nasa se fait pardonner en lui disant qu'ils ne mangeront que ce qu'elle choisira pour le reste de la journée. Cela remonte le moral de Tsukasa, qui trouve rapidement un pain au melon qu'il partage en s'asseyant sur des chaises. Alors qu'elle est seule, Cheetos apparaît de nulle part pour la confronter à propos de sa vie de couple heureuse. Elle rappelle à Tsukasa qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Son masque de fille ordinaire n'était rien de plus qu'une façade. Tsukasa lui dit que tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était se sentir comme une fille normale, avant que leur conversation ne puisse aller plus loin. Nasa revient des toilettes et une célébrité, accompagnée d'une équipe de caméramens, apparaît à côté d'eux. C'était une équipe spéciale d'une émission de télévision qui tournait parfois dans les aires de repos. Ne voulant pas que son secret soit révélé en étant vu à la télé, Tsukasa attrape Nasa et ils remontent dans le bus. Pendant ce temps, Charlotte et Aurora arrachent Cheetos pour la soustraire à cette attention non désirée. Elle ne se laisse pas faire sans se battre et crie après Nasa et Tsukasa. Une fois dans le bus, Tsukasa explique que Cheetos n'était pas contente de leur mariage, ce à quoi elle s'attendait déjà, rappelant à son mari qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Cela a un peu inquiété Tsukasa à l'idée de rencontrer les parents de Nasa, la menace potentielle d'un rejet planant au-dessus d'elle. Cependant, Nasa fait la première chose virile de sa vie et promet qu'il convaincra ses parents de bénir leur mariage. Cela a rendu Tsukasa heureuse et lui a rappelé la personnalité qui lui avait donné envie d'épouser Nasa. Pendant ce temps, Cheetos bouillonne toujours à l'air de repos de les avoir laissés s'échapper. Charlotte et Aurora dévorent leur ramen pendant qu'une célébrité et l'équipe de tournage enregistrent leur émission de fin de soirée derrière elle. Aurora l'informe qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisqu'elle a déjà appelé un transport de qualité qui les emmènera à Nasa et Tsukasa en un rien de temps. Alors que la nuit se transforme en jour, un Nasa endormi se réveille la tête posée sur l'épaule de Tsukasa, ce qui active son mode « loser puceau ». Tsukasa lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'énerver et qu'il devrait descendre du bus maintenant. Une fois à la gare, ils réalisent qu'ils ont beaucoup de temps libre avant le départ de leur prochain bus. Nasa s'enthousiasme à l'idée de voir tous les sites touristiques avec sa femme et de donner l'impression d'être en lune de miel. Cependant, quand il évoque l'idée de visiter des sites, Tsukasa pense aux boulangeries populaires et au musée du manga de Kyoto. Nasa pensait plutôt à de vieux sanctuaires et à des monuments historiques. C'est un gros frein pour Tsukasa qui finit par accepter juste pour faire plaisir à son mari, avant qu'ils ne puissent commencer leur journée. Cheetos et les deux domestiques débarquent comme des parasites et la morveuse blonde se met à hurler sur Tsukasa, l'accusant d'avoir épousé un bon à rien. Nasa repense à la conversation qu'ils ont eue dans le bus à propos de l'approbation de leur mariage. Une idée lumineuse lui vient, il passerait la journée avec Cheetos pour lui montrer qu'il est un mari formidable. Pendant ce temps, Charlotte et Aurora décident de sauver Tsukasa et vont dans des cafés et visitent le musée du manga. Après leur départ, Cheetos atteint un nouveau niveau de tsundere en disant que ce serait trop facile si Nasa se contentait de divaguer et de se promener. Elle voulait que Nasa fasse semblant d'être son petit ami pour vivre pleinement l'expérience. D'abord hésitant, Nasa accepte car cela débarrasserait Cheetos de son dos. Il aile rapidement un pouce-pouce et l'emmène faire une promenade romantique à travers Kyoto. Pendant ce temps, Charlotte et Aurora sont assises avec Tsukasa et lui demandent pourquoi elle a choisi d'épouser Nasa. Tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'il était vraiment mignon et qu'elle est tombée amoureuse de sa personnalité attachante, de la façon dont il encourageait toujours tout le monde autour de lui. Charlotte se mord la lèvre et goûte au paradis rien qu'en entendant Tsukasa parler de son mari. De l'autre côté de la ville, son mari arrête le pouce-pouce pour acheter des dingos à sa fausse petite amie. Il sort un classeur de nerds qu'il a spécialement préparé pour leur petite halte à Kyoto. Il comptait conquérir le cœur de Tsukasa grâce à son côté geek.
Chitose n'est pas impressionné et souligne à quel point il connaît peu sa femme. Cependant, chaque défaut qu'elle relève se transforme en un nouvel atout de séduction pour Nasa. Cela continue jusqu'à ce que Chitose soit frustré et que Nasa avoue que Tsukasa lui a sauvé la vie. Il lui dit combien il s'estime chanceux d'avoir rencontré quelqu'un qui le complète. Le but de leur mariage n'était pas de prouver qu'ils s'aimaient, mais de continuer à le prouver aussi longtemps qu'ils vivraient. Chitose se fait remarquer et décide de retourner à Tokyo pour le moment. Une fois que tout a été réglé, il était presque temps pour Nasa et Tsukasa de monter dans leur prochain train. Ils s'installent et se dirigent vers Nara pour rencontrer les parents de Nasa. Avant de descendre à Nara, Tsukasa interroge Nasa sur sa famille dans le train. Il l'avertit qu'ils étaient tous les deux originaux et bizarres à leur manière. Son père était un archéologue célèbre qui a finalement décidé de s'installer à Nara après le départ de Nasa. Sa mère a fait de même et n'a pas remis en question la décision de son mari. Finalement, ils arrivent devant la maison des Yuzaki. Le soir, Tsukasa a le trac à l'idée de rencontrer la famille de Nasa et essaie de s'échapper. Mais Nasa l'arrête. Sur le pas de la porte, Kanoka, la mère de Nasa, les fixe d'un air menaçant. Nasa se précipite à l'intérieur pour lui dire d'arrêter quand elle mentionne qu'elle est juste nerveuse et effrayée. Elle n'est pas émotionnellement prête à rencontrer la femme de son fils, mais ce n'était pas à elle de décider. Tsukasa entre et se présente. Quand Nasa demande où est son père, Kanoka lui dit qu'il n'a pas bougé de la journée, tellement il était impatient. Après toute cette gêne, les quatre finissent par s'asseoir ensemble dans le salon. Kanoka et Anishi, le père de Nasa, sont tous les deux extrêmement mal à l'aise. Tsukasa et Nasa leur avaient apporté un cadeau, mais ils étaient trop bouleversés pour même la remercier correctement. Nasa se fâche et leur dit d'agir normalement, ce qu'il présente Colin comme un exploit impossible. Tsukasa arrive comme un ange et mène la conversation jusqu'à ce qu'Anishi lâche que le bain est prêt. Il force Nasa à prendre un bain pour pouvoir parler à sa femme sans qu'il soit là. De manière à peine subtile, alors que Nasa essaie de protester, Tsukasa lui donne le feu vert pour y aller. Quand ils sont seuls dans l'ancienne chambre de Nasa, il questionne sa femme sur ce dont elle a parlé, ce qu'elle refuse astucieusement de révéler. Finalement, elle va prendre un bain avant qu'il n'aille se coucher. Pendant son absence, Kanoka arrive et informe Nasa qu'il y a un futon supplémentaire pour que Tsukasa puisse dormir. Elle enchaîne ensuite en mentionnant, de manière à peine subtile, que leur chambre est juste à côté, donc toute gymnastique de chambre à coucher devrait être évitée car l'insonorisation est nulle. Nasa a à peine le temps de comprendre que Tsukasa revient. Il se souvient qu'ils vont dormir sur le même plan pour la première fois. Quand ils se couchent, il exige que Tsukasa pose sa tête sur son bras et s'endorme. Ce qu'elle fait, ce que le faible n'avait pas pris en compte, c'est le poids d'une tête humaine. Tsukasa s'en aperçoit et taquine Nasa sur son bras qui s'endort. C'est au tour de Nasa de jouer les tsundere en exigeant un baiser du soir de Tsukasa, tout en gardant les yeux ouverts pour savourer son expression embarrassée. Et sur ce, ils se couchent tous les deux heureux. Le lendemain matin, Tsukasa est la première à se réveiller et, après quelques regards furtifs pour s'assurer que Nasa dort, elle commence à se déshabiller. Cependant, Nasa faisait seulement semblant de dormir, considérant que c'était la chose à faire en tant qu'homme. Mais il n'est pas assez gentleman pour laisser passer cette occasion et jette un coup d'œil rapide aux fesses de Tsukasa avant de devenir surexcité et euphorique comme un cheval sous Adderall. Tsukasa devine qu'il l'a probablement vu, mais ne le confronte pas et sort dans la lumière étroite du matin. Elle est accueillie par Enishi qui sursaute quand elle l'appelle « papa ». Il lui dit qu'il faudra un certain temps pour s'y habituer. Après une tentative ratée de conversation, Tsukasa essaie de briser le silence en interrogeant Enishi sur sa carrière d'archéologue. Enishi saute sur l'occasion et lui montre son bureau, qui contenait une montagne de livres d'histoire et de textes anciens. Tsukasa est super impressionné et lit une vieille écriture quand Nasa arrive. Pensant qu'Enishi l'ennuyait, il révèle que Tsukasa déteste l'histoire. Ce qu'elle nie catégoriquement parce qu'elle avait fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de son père. Kinoka sauve tout le monde de ce malaise en les appelant pour le petit déjeuner. Une fois qu'ils sont tous bien nourris, Tsukasa propose qu'elle et Nasa aillent visiter les sites touristiques de Nara. Même si l'histoire ne l'intéressait pas, elle pouvait se forcer à passer un bon moment en prenant des photos de Nasa pour son journal. Pas entièrement convaincu, Nasa décide d'y aller. Le premier site qu'il visite est une statue géante de Bouddha. Tsukasa prend Nasa en photo en train de faire la pose du Bouddha et rit en elle-même.
disant qu'elle la montrerait à son père plus tard. Ils continuent leur visite touristique vers un autre endroit où ils prennent un selfie ensemble comme un couple. Excité, Nasa propose qu'ils visitent un autre endroit qui existe depuis 1300 ans. Tsukasa l'avertit qu'il n'y a rien là-bas, mais il ne l'écoute pas. Quand ils arrivent, ils sont accueillis par un énorme tas de néant. Malgré son aversion pour l'histoire, elle semblait avoir une tonne de connaissances sur les vieux bâtiments et les différentes époques. Elle a fait la leçon à Nasa sur la façon dont l'endroit où il se trouvait avait été démonté en raison d'une pénurie de matériaux. Il pouvait cependant en profiter pour y enregistrer une vidéo amusante. Nasa commence à faire l'idiot devant la caméra, mais Tsukasa arrête l'enregistrement, lui disant qu'il avait l'air d'un homme partant au combat. Elle rit et dit qu'elle montrera tout ça à Enishi. Et là, Nasa lui demande comment ils sont devenus si proches, bien que Tsukasa ne donne pas de réponse directe. Elle avait eu une conversation profonde avec Enishi la nuit précédente, où il l'avait remercié d'avoir sauvé la vie de son fils. Elle leur avait donné de l'espoir, à lui et à Kanoka, car Nasa était leur fierté. Ils n'étaient pas prêts à perdre leur brillant garçon. Tsukasa lui promet qu'elle continuera à prendre soin de leur fils pour toujours. Après une journée de visite dans tout Nara, le couple retourne à la maison des Yuzaki pour dire au revoir aux parents de Nasa. Même si le voyage a été court, ils avaient tous les deux beaucoup évolué et appris en s'amusant en tant que couple. Ils étaient prêts à faire une pause après toute cette excitation et à retrouver leur routine confortable et tranquille. Cependant, le destin avait d'autres plans pour le couple. En rentrant chez eux, ils trouvent le propriétaire et une femme devant l'immeuble. L'appartement entier avait été réduit en cendres accidentellement. Encore sous le choc, Nasa se précipite pour demander si le propriétaire et la femme qui l'accompagnent n'ont rien eu. Une fois rassurés qu'ils allaient bien, il se précipite vers les ruines de son chez-lui pour retrouver le jeune arbre en pot qu'il avait reçu lors de son mariage. Il soupire de soulagement de voir qu'il peut encore être sauvé. Tsukasa l'observe de loin et craque. Admirant sa capacité à garder son calme et à se soucier des autres dans une période aussi difficile, elle retombe amoureuse de lui. Avant qu'elle ne puisse s'extasier davantage sur son mari, Nasa s'approche d'elle et lui demande si elle a perdu quelque chose de précieux dans l'incendie, ce qu'elle nie. Il lui annonce ensuite fièrement qu'il a une assurance et tous les documents nécessaires pour être indemnisé pour les dommages. Mais pour l'instant, il propose d'aller au bain public pour un bon bain afin d'évacuer le stress, ce que Tsukasa accepte. Sur le chemin, elle lui déclare une fois de plus son amour. À leur arrivée, Kanae est choquée d'apprendre que leur appartement a pris feu. Ce qui la dérange encore plus, c'est le calme et le bonheur discret que Nasa semble ressentir face à cette situation. Dans son esprit, il allait rester avec Tsukasa dans l'un des hôtels bizarres et louches du mauvais côté de la ville. Alors que tout son sang affluait vers le bas, il n'a même pas remarqué Kanae entrer et jeter un coup d'œil à son entrejambe. Elle le confronte subtilement et Nasa essaie tant bien que mal de réfuter les accusations de pervers. Kane lui rappelle qu'elle peut voir la preuve entre ses jambes, ce qui donne à Nasa l'envie de se volatiliser sur place. Une fois son bain terminé, il a une conversation sérieuse avec Kane sur ce qu'il devrait ainsi faire, et elle propose de les laisser rester sur la propriété des bains publics jusqu'à ce qu'ils puissent trouver mieux. Tsukasa se joint à la conversation après avoir fini son bain et Nasa accepte rapidement. Ils s'exclament qu'ils ont eu de la chance de trouver un logement aussi vite, mais Tsukasa le corrige. Il a été sauvé parce qu'il est quelqu'un de bien, et que les gens ont voulu lui rendre la pareille. Nasa pense à la chance qu'il a d'être tombé amoureux d'une femme formidable qui lui a accordé de l'attention, et elle est restée à ses côtés. Son monologue intérieur se coupe temporairement lorsque Kanema les conduit à la propriété où ils séjourneront pour leur faire visiter les lieux. Nasa craint d'abuser de leur hospitalité, alors Kanema vérifie auprès d'Aya et de sa mère pour s'en assurer. C'est un grand soulagement pour le couple, et il se rend ensuite chez les Arisugawa pour saluer Aya et Madame Arisugawa. Kanma s'inquiète pour sa grande sœur. Toujours aussi distraite et inconsciente du fait que Nasha est mariée, elle taquine même Aya sur ce que ça fait de vivre avec son coup de cœur. Même lorsque Nasa entre et mentionne qu'il va présenter Tsukasa à ses parents, Aya fait preuve d'une stupidité digne d'un film d'horreur et ne fait pas le rapprochement. Ce n'est que lorsque Madame Arisugawa entre et lâche la bombe en disant que Tsukasa est une épouse merveilleuse qu'Aya en reste bouche bée. Avant même qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, son premier amour s'est terminé. Elle ne peut même pas se remémorer les bons moments, car sa mère lui dit juste de se faire couper les cheveux et de partir à l'étranger pour oublier plus facilement.
Aya s'énerve de la façon dont on minimise sa peine, ce à quoi sa mère répond qu'au moins. Son mari n'est pas parti avec une femme plus jeune. Pendant qu'elles se disputent pour savoir qui a le plus souffert, Nasa s'excuse auprès de Kanema de ne jamais avoir compris qu'Aya avait des sentiments pour lui. Kanma lui donne une leçon de sagesse en lui expliquant qu'il n'était pas de sa responsabilité de s'occuper de quelqu'un qui avait trop peur d'avouer ses sentiments. Cela trouve un écho chez Aya, qui doit décider si elle pleure son amour perdu ou si elle passe à autre chose. Avec un sourire courageux, elle félicite Nasa pour son mariage et adopte une attitude mature. Cependant, son chemin vers la guérison ne va pas être facile, car elle décide impulsivement de devenir une idole sur YouTube. Quelques jours de pitrerie passent avant que Tsukasa n'explique un nouveau problème, la lessive. La plupart de leurs vêtements ayant été perdus dans l'incendie, les quelques habits qu'ils avaient leur servaient depuis qu'ils étaient hébergés chez Kanema et sa famille. Nasa propose de laver leurs vêtements, mais Tsukasa hésite, disant qu'elle ne veut pas que Nasa regarde ses sous-vêtements. Des pensées impures traversent l'esprit de Nasa, mais il est sauvé par Kanema qui vient appeler Tsukasa pour une course rapide. Quand elles partent, Nasa se retrouve seule avec les vêtements usagés de sa femme, qu'il dévisage comme une bête sauvage affamée. Après s'être assuré que personne ne regardait, il attrape quelques vêtements de Tsukasa et les renifle consciencieusement. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Kanema pressente ses intentions louches et se cache à proximité. Elle le confronte avec un large sourire moqueur, le traitant de simple d'esprit qui aimait renifler les vêtements de femmes. Heureusement, elle ne le dénonce pas et laisse le couple partir paisiblement faire sa lessive. Alors qu'ils sont assis, Nasa remarque qu'il n'a jamais vu Tsukasa en survêtement, ce qui la fait rougir. Elle lui dit de ne pas trop regarder car tous ses sous-vêtements sont dans la machine à laver. Cela ne fait que rendre Nasa plus déterminée, qui prend rapidement une photo pour sa galerie numérique bizarre. Nasa se souvient de ce que Kanema lui avait dit à propos d'aller acheter des vêtements pour que Tsukasa puisse continuer à être sa femme mignonne et délicate. Tsukasa argumente un peu, mais finit par accepter d'y aller. Les deux se rendent dans un magasin cher avec une tonne d'options de vêtements. Tsukasa essaie une courte robe d'été qui fait craquer Nasa, mais il pense qu'elle est trop révélatrice et qu'il ne veut pas que d'autres hommes la regardent. Un peu émoustillé par son commentaire possessif, Tsukasa lui demande de choisir des vêtements qui lui restaient bien. Nasa saute sur l'occasion et un joli montage digne d'une scène de relooking Disney se déroule avant qu'ils ne finissent leur shopping vestimentaire. Cependant, Tsukasa n'avait pas encore terminé puisqu'elle devait encore acheter de nouveaux sous-vêtements. Nasa l'accompagne et a immédiatement l'impression qu'il est illégal pour un homme de regarder tous ses sous-vêtements. Tsukasa le fait asseoir sur un canapé et lui dit d'arborer le regard « Je suis ici avec ma femme ». Une fois leurs achats terminés, ils sortent, mais Nasa est toujours très excité. Il demande prudemment s'il pourrait voir Tsukasa en sous-vêtements, ce qui les fait rougir tous les deux comme des tomates. Tsukasa lui dit qu'il peut la regarder comme ça quand il veut. La conversation est trop intense pour ces deux vierges et ils commencent à parler de tout et de rien pour masquer leur gêne. Une fois leur embarras torride retombé, les choses reviennent à un état à peu près normal et ralentissent au cours des jours suivants. Un soir, Tsukasa prépare un repas digne d'un grand chef, tandis que Nasa observe le petit arrangement qu'ils ont fait dans la résidence Arisugawa. Kanam leur avait dit que son père, bon à rien, avait l'habitude d'amasser toutes ces choses pour ses hobbies de geek et que le couple était libre d'utiliser ce qu'il voulait. Cependant, une fois que tout a été installé, il est devenu clair que leur père disparu depuis longtemps était un passionné d'histoire avec des objets anciens empilés dans son petit débarras. Nasa ne pouvait pas trop se plaindre, puisqu'il vivait là gratuitement quand Tsukasa a fini de cuisiner. Nasa est bouche bée devant l'apparence délicieuse de son tonkatsu. La côtelette de porc était juteuse et croustillante, et tout à fait au niveau d'un restaurant. Nasa s'est exclamé sur le talent de sa femme et sur le fait qu'il passerait le reste de sa vie à manger ces délicieux plats faits maison. Kanam se joint à leur petit dîner, mais ne reste pas longtemps. Une invitée avait déposé un musmolan qu'elle voulait que le couple savoure. Elle n'est pas partie paisiblement et a bien pris soin de rappeler à Nasa qu'il n'entendait rien dans la maison principale. Donc, il était libre de se lâcher avec sa femme. Horrifié, Nasa la fait partir rapidement et partage le melon avec Tsukasa. Alors qu'ils le dégustent, ils réalisent tous les deux que le fruit est exceptionnel. Nasa y voit une occasion et dit à Tsukasa d'ouvrir grand la bouche pour qu'il puisse la nourrir. Bien qu'elle soit d'abord gênée, elle accepte et croque à pleines dents, ce qui envoie Nasa au paradis.
Les deux se couchent et se réveillent avec de bonnes nouvelles. NASA reçoit un appel de son propriétaire qui lui annonce qu'il construise un nouvel immeuble sur le terrain dévasté et qu'il peut emménager au prix de l'ancien loyer sans caution. Ça lui semble trop beau pour être vrai, mais Tsukasa et lui partent visiter un appartement témoin dont le propriétaire lui a envoyé des photos par email. Quand ils arrivent sur place, ils se retrouvent devant un immeuble de luxe. Ils doutent d'avoir la bonne adresse, mais ne se privent pas de l'opportunité et entrent. Ils visitent l'appartement luxueux avec de hauts plafonds, une baignoire assez grande pour deux jeunes mariés en chaleur et un lit queen size. Tsukasa avoue qu'elle aimerait dormir dans le même lit que Nasa quand ils emménageront, ce qui le comble de joie. Une fois leur petite aventure terminée, ils sortent et reçoivent un email du propriétaire qui s'était effectivement trompé dans l'adresse de l'appartement témoin. Tsukasa rassure Nasa et lui dit qu'elle se fiche de vivre dans un palais ou un appartement miteux tant qu'ils sont ensemble. Nasa sourit en pensant qu'il avait la meilleure femme du monde pour se marier en un temps record. Le lendemain matin, Tsukasa se réveille plus tôt que d'habitude et retrouve Kaname devant, qui se prépare à nettoyer les bains publics. Tsukasa lui propose son aide car elles étaient pratiquement des inconnues et elle ne voulait pas être une parasite. Kaname accepte gracieusement son aide et lui montre le matériel de nettoyage. Elle insiste sur toutes les innovations technologiques que NASA a apportées pour maintenir l'entreprise à flot, y compris un robot de nettoyage personnalisé. Le travail de Tsukasa consistait à nettoyer tous les endroits que le robot ne pouvait pas atteindre dans la zone des bains pour hommes. Kaname et Tsukasa deviennent amis et commencent à s'appeler par leur prénom. Secrètement, Kaname veut voir si une fille moderne et sophistiquée est capable de nettoyer les bains correctement. Elle est stupéfaite de trouver la salle de bain impeccable. Tsukasa la félicite pour tout le travail acharné qu'elle fournit avant et après l'école. Les deux nouvelles amies sortent et Tsukasa dit au revoir à Kaname qui part pour l'école. À ce moment-là, Nasa se réveille et trouve sa femme devant la maison. Ils retournent tous les deux dans leur chambre, sans le savoir. Plus tard dans la journée, Tsukasa demande à Nasa ce qu'il aime et il répond qu'il aime Tsukasa. Elle applaudit l'effort, mais précise qu'elle parlait de nourriture. Le pot-au-feu tout en un de Nasa ne suffira pas. Nasa fait des statistiques de geek et lui dit que le curry est son plat préféré. Tsukasa lui répond qu'ils n'ont pas de poudre de curry et qu'elle va faire un saut rapide au magasin. Nasa propose de l'accompagner et de transformer la course en une promenade romantique et gourmande. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Arisugawa les arrête et appelle Nasa, lui disant de ramener la tondeuse à gazon en passant par un parc désert à cette heure-là. Il pourrait laisser libre cours à son Hayden intérieur. Quand Tsukasa demande de quoi il marmonnait, Nasa panique et élude la question, disant qu'ils discutaient de l'actualité. Sur ce, ils partent vite au magasin avant que la mère de Kaname ne devienne bizarre. Leur promenade du soir prend plus de temps que prévu, et ils finissent mieux par manger un morceau. Nasale avait involontairement conduit au parc désert, et Tsukasa a vite compris ses véritables intentions. Nasa essaie tant bien que mal de réfuter les accusations de pervers et dit qu'il voulait juste l'embrasser sous le ciel étoilé. Pas tout à fait convaincu, Tsukasa l'arrête, en disant que son haleine sentait l'ail à cause de leur collation. En vrai soumis, Nasa est prêt à surmonter ça, mais Tsukasa était trop complexé. Bien décidé à obtenir ce qu'il veut, Nasa se faufile derrière Tsukasa et la serre dans ses bras plus fort qu'il ne le voulait. Cela lui fait peur, mais elle finit par se laisser aller à ce geste romantique. Les deux ont une conversation saine sur la façon dont leur vie de couple se déroule jusqu'à présent. Le lendemain, Chitose reprend son rôle de harceleuse et découvre que la maison de Nasa a brûlé. Elle est accompagnée de Charlotte et Aurora qui fouinent un peu, mais elles n'ont aucune idée d'où sont Nasa et Tsukasa. La chance leur sourit quand Tsukasa passe derrière elle avec de la lessive. Chitose la questionne sur ce qui s'est passé, mais Tsukasa lui échappe. Elle invente une histoire à dormir debout sur le fait de devoir vivre dans un terrain de jeu voisin pour survivre. Elle piège Chitose en la faisant entrer dans la grotte du terrain de jeu, puis disparaît, tandis que Charlotte et Aurora apprécient la scène. Tsukasa était retourné à leur logement temporaire, où Nasa triait les vieilles affaires laissées par le père de la jeune fille. Il y avait une tonne de vieilles consoles et d'électronique, et même une Mega Drive qui a excité Tsukasa. Pendant ce temps, Nasa a mis la main sur un appareil étrange que Tsukasa lui dit être une machine à takoyaki. Il s'emballe complètement et propose une soirée tacos pour eux deux et les Arisugawa, pour tout le dérangement qu'ils ont causé.
Il se dirige vers le bain public principal pour l'annoncer à Kaname, qui est immédiatement partante. Tsukasa dit qu'elle voulait mieux connaître Aya, mais Kaname hésite parce qu'Aya a encore des sentiments pour Nasa. Leur réflexion ne dure pas longtemps, car Chitose débarque dans le bain public avec ses servantes. Elle demande à Tsukasa si c'est là qu'elle vit, ce à quoi Tsukasa fait une scène en s'allongeant sur le sol sale et en utilisant des biberons comme oreillers. Nasa la gronde pour avoir taquiné Chitose. Sachant que c'est une gamine crédule, Tsukasa sourit et finit par avouer qu'elle vit dans la maison attenante à la propriété. Chitose s'énerve et Kaname propose qu'elle se détende dans le bain chaud pour se calmer. Les femmes de chambre sautent sur l'occasion et Chitose est entraînée malgré elle dans le plan. Toutes les trois prennent un long bain relaxant, puis se rafraîchissent avec du lait froid. Tsukasa parvient même à les renvoyer avant que Chitose ne revienne, encore plus en colère qu'avant. Elle reproche à Tsukasa de vivre avec quelqu'un d'autre et pas avec elle. Ce à quoi Tsukasa répond simplement qu'il y a une console Mega Drive là-bas. Chitose est décontenancée et la surpasse en disant qu'elle achèterait toutes les consoles possibles si cela signifiait que Tsukasa reviendrait vivre avec elle. Bien que cela ne marche pas sur elle, Aya apparaît de nulle part après avoir entendu parler des consoles de jeu. Elle se porte volontaire pour jouer avec Chitose avant même que les présentations officielles ne soient non faites. Au milieu de tout ce bruit, Nasa a l'idée lumineuse d'inviter toutes les personnes présentes à la soirée tacos pour l'animer. Tsukasa accepte à contre-cœur, mais précise qu'elle devra refaire des courses. Cependant, Charlotte et Aurora viennent à la rescousse, ayant anticipé cette situation, et apportent avec elles 2 sacs remplis de provisions. Chitose et Aya se rapprochent en avouant qu'elles n'appréciaient pas Tsukasa comme femme de Nasa et qu'elles n'acceptaient pas leur mariage. Elles se sont lancées dans une tirade sur le fait qu'une bonne épouse devrait savoir cuisiner, alors qu'elles-mêmes sont de piètres cuisinières. L'animation se poursuit jusque dans la soirée, où la soirée tacos a commencé dans la résidence temporaire des Yuzaki. Tout le monde mange et boit à satiété avant même que les takoyaki n'aient été servis. Une fois qu'elles ont fini de manger, Aya annonce que la vraie fête commence et sort un exemplaire PlayStation de Street Fighter V. Elles décident toutes de jouer les unes contre les autres pour le plaisir. Mais secrètement, elles sont en compétition. Aya s'emballe complètement et Kaname révèle que sa sœur était une grande geek de jeux vidéo. Kaname essaie de jouer contre Chitose et les autres, mais se rend vite compte qu'elle est loin d'être prête à affronter ces bêtes. Finalement, il ne reste plus qu'Aya, Chitose et Tsukasa qui jouent les unes contre les autres. Pour pimenter les choses, les femmes de chambre proposent que la gagnante reçoive un prix. Le prix en question était d'oser obliger Nasa à faire tout ce qu'elle voulait, ce qui les a toutes enflammées. Aya offre même un cadeau de mariage à Tsukasa en la plaçant directement en finale du tournoi. Alors que Chitose et Aya commencent à jouer, elle remarque qu'elle obligerait Nasa à faire le poirier dans la rue, nu comme un verre, pour que Tsukasa perde tout intérêt pour lui. Cependant, Chitose est éliminée avant même que le spectacle ne commence, car Aya la domine brutalement et finit par la mettre KO en quelques secondes. Bâillonnée, elle invente une excuse stupide, comme quoi sa manette n'était pas branchée et exige une revanche. Aya lui fait plaisir, mais Chitose finit par perdre à chaque fois. C'est enfin au tour de Tsukasa de jouer contre Aya, et aucune des deux ne lâche l'affaire. À la fin, Aya gagne avec un combo brutal et Tsukasa se met à pleurnicher aussi. Elle triche et exige qu'elle joue au Street Fighter original, car Nasa avait fabriqué une manette spéciale de fortune pour y jouer. Bien qu'au début, Aya semble perdre, elle réalise le retour du siècle et le combat final se termine par un double KO. Elles s'allongent et se reconnaissent mutuellement comme des adversaires dignes et deviennent amies. Ensuite, Kaname leur rappelle qu'aucun takoyaki n'a été servi à la soirée tacos et tout le monde se met au travail. Pendant que tout le monde apprécie son repas, Chitose aperçoit Tsukasa et Nasa qui roucoulent près de l'appareil à takoyaki. Quand ses servantes lui demandent son avis sur leur mariage maintenant, Chitose finit par céder et dit qu'elle n'y voyait pas d'inconvénient tant que Tsukasa était heureuse. Quand il est enfin temps pour tout le monde de partir, Tsukasa et Nasa promettent d'organiser une autre fête bientôt. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils font la vaisselle, Nasa se souvient du pari stupide le gagnant aurait fait sa demande en mariage s'il avait gagné. Il a demandé à Tsukasa ce qu'elle aurait fait, et elle a répondu en l'embrassant. Nasa a souri et a dit qu'elle pouvait faire ça quand elle voulait.
Le lendemain, l'ambiance est moins torride. NASA reçoit un appel de son travail lui annonçant que leurs systèmes numériques sont hors service. Bien que Tsukasa lui dise de ne pas se surmener, NASA se transforme en hacker démodé et se met à travailler sur 3 ordinateurs à la fois. Comme si de rien n'était, Tsukasa ne peut pas faire grand-chose à part le regarder travailler et lui offrir de temps en temps une collation ou une boisson. Les heures passent vite et enfin, NASA est libre. Tsukasa remarque alors qu'il est tout rouge et qu'il n'a pas l'air d'aller bien. Elle insiste pour qu'il prenne sa température et découvre qu'il a une forte fièvre. Tsukasa le borde dans un futon et il avoue ne pas se sentir bien et avoir mal partout depuis le matin. Tsukasa dit à NASA que c'est une grippe d'été typique et qu'il devrait juste se reposer et laisser sa mignonne jeune épouse s'occuper du reste. Alors que NASA s'endort, Tsukasa réalise qu'elle ne peut pas faire grand-chose à part lui offrir de l'eau, des médicaments et quelques collations. Pendant qu'il dort, elle en profite pour prendre des photos embarrassantes de lui pendant qu'il est malade. Il est 20 heures quand NASA se réveille enfin, se sentant un peu plus frais après s'être reposé. Tsukasa s'empresse de s'occuper de lui et se creuse la tête pour savoir ce qu'elle pourrait faire pour son mari. Finalement, elle se décide à le débarbouiller avant de lui proposer des vêtements propres. Gênée, NASA accepte tandis que Tsukasa nettoie son corps avec une serviette humide. L'atmosphère s'électrise quand elle lui dit d'enlever son pantalon pour qu'elle puisse le nettoyer entièrement. Mais le mode vierge de NASA s'active et il lui dit qu'il peut le faire lui-même. Quand elle insiste, il inverse la situation et lui demande ce qu'elle ressentirait si les rôles étaient inversés. Tsukasa entre dans son jeu et lui dit que ça ne la dérangerait pas que ce soit NASA qui la débarbouille. Pour couper court à cette tension palpable, Tsukasa s'éclipse pour proposer des fruits à NASA. Plus tard dans la nuit, ils se couchent dans leur chambre et Tsukasa attrape NASA à l'improviste en lui disant qu'elle s'est inquiétée pour lui. Même s'il ne s'agissait que d'un simple rhume, elle le prend dans ses bras et NASA lui révèle qu'il travaillait d'arrache-pied pour qu'ils puissent profiter ensemble du festival d'été qui approchait. Elle est sous le charme, mais elle dit à NASA qu'elle n'en voulait pas si c'était au détriment de sa santé. Ils commencent à s'embrasser, mais avant que ça ne devienne trop chaud. Tsukasa l'arrête et lui rappelle qu'il était malade. S'il voulait être un bon petit mari, il devait se tenir à carreau et aller dormir, ce que NASA fait comme un fidèle Golden Retriever. Le matin arrive et Tsukasa est au bain public. Kaname lui dit qu'elle devrait porter des yukata au festival d'été pour rendre l'atmosphère plus torride et romantique. Tsukasa n'apprécie pas le sous-entendu bizarre, mais prend quand même le yukata de Kaname. Quand elle rentre à la maison, elle dit à NASA de se retourner pour qu'elle puisse se changer. Après une longue lutte intérieure, il trouve le courage de demander à Tsukasa s'il peut la regarder se changer en yukata. Timide au début, elle accepte de le laisser jeter un coup d'œil, mais NASA la regarde comme si elle était le dîner de ce soir. Une fois qu'ils se sont changés, ils se rendent au festival d'été et commencent à regarder toutes les choses amusantes qu'ils pourraient faire avant le début du feu d'artifice. Tsukasa le supplie de lui prendre des takoyaki car elle n'aime pas ceux qui sont frits. Elle critique le plat classique jusqu'à ce que NASA cède et en achète une boîte à partager. Ils dévorent tous les deux les takoyaki chauds avant de se diriger vers le reste des stands. Une voix familière les appelle alors qu'ils voient Jinchpoi Cheetos et Aya s'occuper d'un stand de pêche aux poissons rouges. Kaname les avait forcés à les aider. Même Aurora et Charlotte étaient là. Mais elles ont refusé de donner un coup de main et se sont contentées d'engloutir la nourriture de la fête. Tsukasa se vante d'être une experte à la pêche aux poissons rouges, mais elle laisse NASA briller. Son ego se dégonfle comme un ballon triste quand le filet se déchire avant même qu'il puisse attraper un seul poisson rouge. Vaincus, ils s'éloignent tous les deux. C'est alors qu'ils aperçoivent un sanctuaire au loin et décident de prier pour la santé de NASA et un mariage heureux. Tsukasa s'emballe et commence à prier pour la paix dans le monde. NASA avoue qu'il n'avait pas beaucoup de gens, à part sa femme, qui se soucierait de lui quand il était malade ou souffrant. Tsukasa le réconforte en lui disant qu'elle serait là jusqu'à la fin des temps. Ils s'embrassent et sont sur le point de s'embrasser plus passionnément quand Kaname les arrête. Le groupe s'était réuni pour aller voir le feu d'artifice. NASA saute sur l'occasion et prend une photo de groupe de tout le monde. Plus tard, Kaname crie au couple de venir regarder le feu d'artifice avec eux. Le groupe se réunit sur une colline et profite de la vue, se délectant du confort de l'amitié et de l'amour. NASA se sent l'homme le plus chanceux du monde. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez le récapitulatif, commentez ci-dessous les étranges sous-entendus de Kaname.
Si ce genre de résumé vous plaît, n'hésitez pas à regarder cette vidéo juste ici.